de l'Organisation sioniste mondiale. Et moi-même, je me présente à Visana, responsable pour l'Europe et l'Amérique latine à l'Organisation sioniste mondiale. Donc, je disais en préambule que ce soir, nous avons le privilège d'accueillir le journaliste bien connu de vous tous, Mathias Simbar, qui est journaliste à iNews 24. Mathias Simbar est, comme vous le savez, un spécialiste des affaires de sécurité. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une personnalité incontournable dans le monde francophone sur les affaires sécuritaires. Et Dieu sait si en Israël, il est difficile d'être introduit dans ces milieux. Il le fait de main de maître. Et je voudrais le remercier en votre nom, au nom de tous les spectateurs qui le suivent régulièrement. Et nous avons décidé d'aborder, je crois que le contexte ne peut pas être meilleur que ce soir, les nouveaux enjeux stratégiques au Moyen-Orient. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous avons signé des accords très très particuliers avec les monarchies, comme on les définit maintenant, les monarchies sunnites d'Arabie Saoudite. Et je dis Arabie Saoudite parce que l'Arabie n'y est pas encore, mais enfin, on entendra ça plus tard. Mais ce sont pour le moment les petits pays satellites. On appelait ça les accords d'Abraham. L'accord d'Abraham un petit peu pour une certaine réconciliation, j'allais dire, entre les enfants d'Abraham, entre l'islam sunnite peut-être et Israël à travers le judaïsme. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je crois que on a une personne ici qui est tout à fait appropriée pour nous donner un petit peu son éclairage sur ce qui a été fait, sur ce qui risque d'être fait. Et je pense qu'on entendra certainement un éclairage sur le changement de politique ou pas à Washington et son influence sur ces méga changements, on peut dire, au niveau géopolitique qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Voilà. Mais merci Nathan. Je rappelle simplement, pas Nathan, pardon, Mathias. Je rappelle simplement que vous avez en bas de votre écran, au milieu, une case qui s'appelle Chat. Et donc, vous voyez que vos micros sont coupés. Nous ne pouvons pas interrompre l'intervenant parce que le nombre des participants va aller en augmentant. Et, et donc, vous poserez vos questions, vos remarques, vos suggestions, tout ce que vous voulez. Et en fin de présentation, nous pourrons les poser directement à notre intervenant. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Toda Rabba, Erev Tov Lekoulam. Merci beaucoup, Erev Tov Avi, merci à toi. D'ailleurs, je dirais en préambule, bonsoir à tous et à toutes. Et je dirais que si vous comptez me poser la question de savoir qui a gagné les élections présidentielles américaines, je réponds tout de suite, je ne suis pas devin, à moins que vous voulez éventuellement mettre l'argent dans un marabout financé par l'OSM. Peut-être que lui aura la réponse, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas. Je check mon téléphone, mais pour l'instant, effectivement, c'est suffisamment tendu et pour que ce soit pour qu'il y ait une décision claire, nette et précise, sachant peut-être que vous l'avez vu sans doute que le principal État clé qui est Philadelphie, et bien pour l'instant l'État de Pennsylvanie a arrêté de compter les votes, donc pour l'instant on n'en sait rien tout simplement. Alors, les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est effectivement, en discutant avec Yasmine un petit peu plus tôt dans le mois, on en est venu à la conclusion qu'il fallait absolument en parler, tout simplement, parce que non seulement ces accords étaient concrets et surtout changent la face du Moyen-Orient, stratégiquement, sécuritairement, militairement et au niveau des renseignements, et géostratégiquement donc, mais également et surtout peuvent éventuellement changer avec l'issue des élections présidentielles américaines. Et donc, c'est pour ça qu'il me semblait être intéressant de pouvoir décortiquer véritablement les tenants et les aboutissants de ces accords. Ces accords, ils ont été pensés d'abord par Donald Trump, l'homme qui a fait pratiquement tout ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, Donald Trump s'était donné comme idée, d'ailleurs j'étais à la Maison Blanche lorsqu'il a annoncé, de lancer ce fameux deal du siècle. Les accords d'Abraham ne découlent uniquement que des accords dits de deal du siècle. Et pour lui, son idée, aussi farfelue soit-il, et parfois on lui attribue des attributs parfois peu cléments à son égard, mais c'est un président qui a décidé de casser les codes politiques. Je vous dirai juste une anecdote. Lorsque j'étais dans la Maison Blanche et qu'on est rentré, on a été appelé par un groupe de journalistes et c'était la première rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. On est rentré dans le bureau ovale et là, en face de nous, on a un monstre politique qui est Benjamin Netanyahu, qui est respecté de tous, contesté par certains,
Et en face de nous, on a Donald Trump qui s'assoit et je vous promets que il dégage une aura de businessman. C'est-à-dire que pour lui, c'est le succès, c'est la finalité qui compte. Tout ce qui est pendant le processus, finalement, ça lui importe peu. Ce qui est intéressant pour lui, c'est d'arriver au terme. Et c'est exactement l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire procéder par étapes. D'abord la reconnaissance de Jérusalem, et ça fait partie aussi des accords d'Abraham. Je ne parle pas de la Genèse pour rien. Marche un peu plus fort, Mathias, si tu peux. Un petit peu plus fort. Fort, très bien. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les accords d'Abraham ont commencé bien avant la reconnaissance et la normalisation de tous ces États. C'est-à-dire qu'elle a commencé, les accords d'Abraham ont commencé avec la reconnaissance et le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ensuite, ça s'est poursuivi par la reconnaissance du plateau du Golan pour Israël. Et donc, une fois que tout ça a été décidé, Donald Trump a pu aller voir les États monarchiques du Golfe et leur a dit la chose suivante: écoutez, on a un ennemi commun, c'est l'Iran. Donc soit vous voulez avancer dans l'histoire, puisque je suis en train d'avancer avec Israël, je voulais avancer avec les Palestiniens refusent de me parler, eu égard aux décisions que j'ai prises, je veux aussi pouvoir les aider, puisque Jared Kushner, qui est son gendre, mais également son médiateur et son coordinateur des affaires géostratégiques pour le Proche et Moyen-Orient, veut donner une manne financière suffisamment intéressante pour Ramallah pour doper son économie et pour tout relayer. Les Palestiniens ne veulent pas. Donc, à ce moment-là, Donald Trump sait qu'il lui reste 1 an de mandat, à peu près. Et donc, il décide d'aller voir les monarchies sunnites et leur dire la chose suivante: si vous voulez avancer dans l'histoire, eh bien, avançons ensemble. Mais sachez effectivement qu'il va y avoir un prix, c'est-à-dire non seulement normaliser les relations avec Israël, mais également décider clairement que l'ennemi commun, c'est l'Iran, ce sont les frères musulmans. À partir de ce moment-là, il faut le savoir, ça a fait des années et des années qu'il y a des contacts via Yossi Cohen, qui est le chef du Mossad, entre Israël et les États du Bahreïn, notamment Oman. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu à Oman à plusieurs reprises, avant même la signature des accords d'Abraham. Et il y avait des relations dites officieuses et non pas encore officielles. La raison est la suivante, c'est que toujours le même scénario pour les monarchies sunnites, pour ces États que sont donc le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, on va y venir. L'ennemi, avant d'être israélien, est chiite. Et donc, eu égard au fait que l'Iran est expansionniste depuis les accords signés sous l'ère Obama, eh bien, aujourd'hui, face à cela, ces monarchies sunnites n'ont eu finalement que le choix, et ils ont pris le choix d'avancer avec Donald Trump. Bien évidemment, il a fallu payer, non seulement pour Israël, mais également pour les États-Unis. On va y venir. Pourquoi payer? Parce que ces accords d'Abraham, Benjamin Netanyahu le dit, la paix pour la paix. C'est-à-dire que le paradigme géostratégique de dire pensons positif, tout va être positif. C'était le paradigme des accords d'Oslo. À l'époque, on connaît malheureusement la suite, c'est-à-dire qu'on pense positif avec les Palestiniens à l'époque, tout va être positif. Non, la preuve en est. On pense positif avec les Iraniens pendant les accords controversés sur le nucléaire à Vienne en 2015. Eh bien, la suite n'est pas non plus positive. Donc, on arrive aujourd'hui, en 2020, à une situation où l'Iran vient de frapper à plusieurs reprises non seulement les installations pétrolières saoudiennes, menace tous les jours, quotidiennement, les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui est à majorité chiite, menace bien évidemment Israël, les États-Unis en frappant des prédateurs. Face à cela, eh bien, on est dans une conceptualisation finalement, une reconceptualisation de la géostratégie. Et Donald Trump va très vite. Il comprend qu'il lui reste quelques mois, quelques semaines à passer à la Maison-Blanche parce que c'est un risque effectivement qu'il perde ses élections. Et donc, on a très très vite une conjonction d'intérêts. Quand Benjamin Netanyahu dit la paix pour la paix, oui, la paix pour la paix, certes, c'est-à-dire qu'Israël n'a pas donné de territoire,
Israël n'a pas non plus annexé des territoires. C'est-à-dire que le prix qu'a payé Israël aujourd'hui en signant ces accords de paix avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et d'autres États, on parle du Niger, on parle également de peut-être du Maroc, de l'Arabie saoudite, tout cela, eh bien, le Donald Trump a fait en sorte de convaincre, surtout Jared Kushner d'ailleurs, Benjamin Netanyahu, de céder sur la question de l'annexion. Est-ce que si jamais Donald Trump remporte ce deuxième mandat, effectivement, il y a énormément de doutes. Est-ce que, eh bien, on pourrait éventuellement remettre la question de l'annexion sur la table? Personne, pour l'instant, n'y pense. La paix pour la paix, oui, revirgule. La paix contre les F-35 aussi, ça vous en avez entendu sans doute parler. Israël a dû céder aussi sur la question des F-35. J'y reviendrai un peu plus tard pour ne pas éventuellement trop donner de détails, mais c'est intéressant aussi cette question des F-35. Tout et son contraire ont été dit, et je pense qu'il faut aussi des clarifications sur la question. La paix, surtout, et c'était ça l'intérêt d'Israël, en signant ces accords de paix avec des pays avec lesquels Israël n'a jamais été en guerre. L'Arabie saoudite, hormis les Émirats arabes unis pardon, et le Bahreïn, n'ont jamais été en guerre proprement dit avec Israël, hormis quelques soldats qui ont été présents sur le sol, notamment à la frontière syrienne en 1973. Mais véritablement, il n'y a jamais eu de guerre entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Israël a compris aujourd'hui qu'il y avait une fenêtre d'opportunité, une fenêtre, on dit dans le jargon sécuritaire, une fenêtre de tir. One shot, one kill. On ne loupe pas sa cible. Et la cible, c'est quoi? C'est étouffer financièrement, économiquement, isoler l'Iran et par là, finalement, isoler tous ces proxys, c'est-à-dire le Hamas et le Hezbollah. Quand on voit aujourd'hui que les Émirats arabes unis et le Bahreïn sont à quelques dizaines de kilomètres des frontières de l'espace aérien iranien, on comprend tout l'intérêt pour Israël, non seulement de pouvoir y poser ses avions de chasse, pouvoir disposer de renseignements sur place, mais également avoir ce que l'on appelle Big Brother is watching you, c'est-à-dire une base aux grandes oreilles. C'est exactement le même principe pour le Soudan. Lorsque l'Iran était perçu comme persona non grata, n'était plus la bienvenue dans le Soudan post-Omar al-Béchir, il fallait saisir l'opportunité parce que le Soudan a été le soutien financier, logistique. C'était une véritable place terroriste à l'époque en faveur de l'Iran, en faveur du Hamas, en faveur du Hezbollah, en faveur du djihad islamique. À partir du moment où il y a eu cette fenêtre de tir pour Israël, il fallait la saisir. Et donc aujourd'hui, on a ces accords d'Abraham qui permettent à Israël d'avoir des yeux, des renseignements, une présence militaire sans doute dans les prochains mois dans ces pays sunnites, dans ces monarchies sunnites, à quelques encablures à peine de l'Iran. Rappelons-nous, aujourd'hui, techniquement, Israël ne peut pas frapper l'Iran en partant d'une base israélienne, parce qu'il faut ravitailler en vol. Donc peut-être qu'un jour, on pourrait imaginer des avions israéliens qui partiraient d'Israël, se poseraient dans ces bases du Moyen-Orient et frapperaient éventuellement des cibles. Le Soudan, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que le Soudan, il y a juste au sud du Soudan, il y a un pays qui s'appelle l'Érythrée, avec qui Israël entretient des relations. Et là aussi, c'est intéressant parce que en Érythrée, il y a un mont qui culmine à peu près à 3000 mètres et qui permet à Israël de voir exactement ce qui se passe au Soudan, c'est-à-dire de contrôler la route et le trafic d'armes, mais également savoir exactement ce qui se passe de l'autre côté, du côté d'où? Du côté de la mer Rouge, c'est-à-dire du côté de l'Iran. Donc tout cela fait en sorte que Israël avait intérêt à aller vite pour signer ces accords d'Abraham. Les États du Golfe aujourd'hui, les États du Golfe ne sont pas devenus sionistes. C'est intéressant, je vois que d'ailleurs ça fait sourire à vie. Les États sunnites ne sont pas et ne deviendront jamais sionistes, lapsus non révélateur. Tout simplement parce que face à un ennemi commun, on préfère avoir un intérêt économique, financier, agricole avec Israël, de partage de renseignements, plutôt que de rester toujours
50, 20, 30, 20, 50, 100 ans en arrière et de continuer à soutenir la cause palestinienne. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez pu voir, on l'a diffusé sur i24 News, cette vidéo où on voit une première délégation émirati arriver sur la mosquée d'Al-Aqsa en train de visiter l'un des lieux les plus saints de l'islam. Cette délégation est accueillie non seulement par des insultes, mais on les fait sortir de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est-à-dire que des musulmans émiratis sont sortis manu militari par des Palestiniens et sont insultés, sont qualifiés de chiens et de poubelles de l'histoire, tout simplement parce qu'ils ont osé, au crime de lèse-majesté, se rapprocher et normaliser leurs relations avec Israël. Et là, lorsqu'on parle à des experts géostratégiques, géopolitiques et des politiques émiratis, ils nous disent on s'est fait berner, tout simplement. Pendant des années, on ne deviendra pas sioniste, mais on a compris qu'on s'est fait berner, tout simplement par la cause palestinienne. Qui sont, et ils me posent la question, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Et ils le disent publiquement. Ce qui était dit auparavant, j'entretenais et j'entretiens toujours des relations avec les Saoudiens. Par exemple, les Saoudiens, en seul, acceptent de répondre à mes questions dans mes émissions défense, mais jusqu'à présent, la plupart ne veulent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas officialisation des relations. En revanche, les Émiratis, j'entretenais quand même pas mal de relations, ils me disaient, ils me parlaient en off. À partir du moment où ces relations ont été officialisées, aujourd'hui, ils le disent publiquement. Ils ne comprennent pas pourquoi, à ce point, ils ont soutenu la cause palestinienne. Une cause, finalement, qui leur a forcé à débourser énormément d'argent, sans retour sur investissement, avec un peuple, disent-ils, qui ne veut pas avancer vers la paix, qui ne veut pas finalement accepter d'abord de s'aimer avant de haïr l'autre. Et c'est ça le cœur du problème aujourd'hui pour ces monarchies qui veulent avancer, qui savent que les doses de pétrole, les champs de pétrole sont à un moment, à terme, ne seront pas inépuisables et qu'à un moment, il faut des ressources. Les ressources, c'est quoi aujourd'hui? C'est le high-tech, c'est l'agro-tech. Et quand on voit du côté des Émirats arabes unis et du Bahreïn que ce qu'Israël a fait de son désert, eh bien, ça fait rêver, tout simplement. Ce que Israël a fait d'un petit État qui s'est créé à partir de quelques, finalement, un petit lopin de terre et qui a vu avant tout le monde la révolution cybertechnologique, eh bien, pour les États et les monarchies, aujourd'hui, ça les intéresse. Et on a vu d'ailleurs les prémices, avant même que les accords d'Abraham soient signés, les prémices de ce préaccord avec un avion émirati qui avait été envoyé depuis Abu Dhabi vers Tel Aviv, destination qui? Destination Ramallah. Souvenez-vous, à deux reprises, des médicaments émiratis étaient censés aller en direction de Ramallah pour aider le traitement du Covid-19. À deux reprises, Ramallah a refusé ces cargaisons, pardon. Tout simplement parce que cet avion avait transité par Tel Aviv. Et ça a fait aussi réfléchir. On était en pleine discussion tripartite entre Washington, Abu Dhabi et Israël. Mais ça a fait réfléchir encore plus, d'autant plus Mohammed bin Zayed, le prince héritier de la couronne émirati, qui s'est dit là, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'envoie un avion, je fais l'effort d'envoyer un avion et on me refuse cet avion tout simplement parce qu'il transite par Tel Aviv. Et là, il y a un problème. Donc à partir de là, vous connaissez la suite, il va y avoir effectivement cet accord de... Pourquoi le Qatar ne rentre pas dans cette configuration? Pourquoi le Qatar ne rentre pas dans cette configuration? Parce que le Qatar joue un double jeu depuis des années. C'est-à-dire que le Qatar est aussi l'ennemi clair, publiquement, officiellement, des Émirats arabes unis et du Bahreïn. Les experts du Bahreïn nous disent que les Qataris sont même plus dangereux que les Iraniens. Parce que les Iraniens disent haut et fort, pas tous, mais disent haut et fort qu'ils veulent rayer Israël de la carte. Le Qatar joue un double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a c'est vrai, des discussions en direct avec Israël pour permettre l'acheminement de ces valises destinées aux familles nécessiteuses dans la bande de Gaza. Mais de l'autre, par exemple, un think tank autrichien qui est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et contre le blanchiment d'argent a dévoilé, ce n'est pas un secret, donc on peut en parler, le fait que 500 millions de dollars ont transité ces dernières semaines. On ne parle pas
il y a quelques années, ces dernières semaines, après l'explosion du port de Beyrouth, où le Hezbollah est clairement incriminé, eh bien, 500 millions de dollars depuis le Qatar en lingots d'or, destination la Serbie, où il y a eu blanchiment d'argent, et destination finale, le Hezbollah. Donc le Qatar joue aujourd'hui un double jeu. Est-ce que les États-Unis, si jamais Donald Trump reste au pouvoir, arriveront à convaincre le Qatar de rentrer dans l'histoire en signant une normalisation avec Israël? Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que le prince Al-Thani, d'ailleurs, je pense que certains le connaissent tout simplement parce que c'est le propriétaire du PSG, le prince a dit, pour l'instant, niet, il est hors de question qu'on normalise les relations avec Israël tant qu'Israël ne s'est pas retiré des territoires de 1967. Donc pour l'instant, le Qatar ne veut pas entendre parler d'une normalisation. Le Qatar continue à jouer un double jeu et à parler, souvenez-vous de la fameuse phrase qu'on qualifiait Yasser Arafat à l'époque, d'un côté on parle en anglais, le dos tourné on parle en arabe. Et aujourd'hui, Corée a gagné le Qatar. Le Qatar, en signant des accords de normalisation, eh bien, gagnerait tout simplement cette reconnaissance, le fait d'être reconnu comme un acteur important du prochain Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Qatar est perçu dans toutes les chancelleries, même si on lui ouvre les portes bien évidemment, des discussions avec la France, avec d'autres pays, bien le Qatar est toujours perçu comme un acteur qui a un jeu trouble. Et donc, ça serait intéressant aussi pour cette monarchie du Qatar de comprendre qu'il a un rôle à jouer et économiquement, et publiquement, et financièrement. Ça serait un coup terrible. Ça serait finalement sans doute un dernier coup de massue pour répondre à ta question à vie, que le Qatar signe des accords de normalisation avec les États-Unis, avec Israël, parce que ça isolerait totalement aujourd'hui l'Iran, qui avait fait d'ailleurs du Bahreïn, par exemple, qui avait rêvé du Bahreïn comme sa 14e province, parce que le Bahreïn est à majorité chiite. Donc déjà, aujourd'hui, on se retrouve avec un Iran qui est complètement isolé, qui est complètement un genou à terre, parce que c'était la politique de Trump, parce que c'était la politique des monarchies sunnites, parce que c'était la politique d'Israël. La question, et on y vient bien évidemment, parce que je sais que vous attendez que je traite la question, des élections américaines. Trump ou Biden? Non, messieurs, mesdames, Biden n'est pas une catastrophe pour Israël. Pour la simple et bonne raison que Biden a été effectivement le second de Barack Obama, qui a été particulièrement dur, ça on le sait, c'est pas un secret, contre Israël. Mais Biden, c'est aussi un politicien de la première époque, qui connaît parfaitement les rouages de la sécurité israélienne et qui a permis aussi de voter ce fameux MOU, c'est-à-dire cette aide militaire américaine de 38 milliards de dollars signée sous l'ère Obama, la plus grande aide militaire, financière militaire, jamais délivrée à Israël. Ce grâce à quoi Israël a pu acheter et se doter de missiles de précision et des fameux avions F-35. Donc, Biden n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la même politique que Donald Trump, ce n'est pas un secret, il est plus ancré à gauche, il a une colistière, Kamala Harris, qui représente effectivement cette gauche dont certains partis pourraient tout à fait correspondre à l'idée du parti, par exemple, de la France insoumise en France. Donc ça, c'est clair, net et précis, mais ce n'est pas Kamala Harris qui va gouverner, ça pourrait, si Joe Biden prend ses élections, ça pourrait être Joe Biden. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une catastrophe non plus pour Benjamin Netanyahu en l'occurrence, parce que Benjamin Netanyahu a eu affaire à Barack Obama, sait exactement quoi faire face à des élus démocrates qui replacent l'Iran sur la scène politique internationale, qui replacent les frères musulmans sur la politique internationale et qui surtout replace Ramallah sur
la scène internationale. On l'a vu immédiatement d'ailleurs, Mahmoud Abbas ne s'est pas gêné. Lui qui ne publiait plus aucun communiqué depuis plusieurs semaines, eh bien s'est fendu de quelques phrases. Quand il a vu que Joe Biden était en avance, immédiatement le chef de l'autorité palestinienne a dit il faut immédiatement, nous exigeons une conférence internationale sur la résolution du conflit israélo-palestinien avec sur le modèle de 2 États pour 2 peuples, Jérusalem-Est comme capitale. On l'avait plus entendu depuis plusieurs semaines, si ce n'est pour contester ces accords d'Abraham. Donc on comprend bien évidemment que la lueur d'espoir, elle est surtout pour les Iraniens, pour les frères musulmans, pour Ramallah, et ce n'est pas forcément une catastrophe pour Israël, parce qu'Israël sait faire, surtout qu'à l'heure actuelle, en tout cas pendant au moins un an, si jamais il n'y a pas d'élection en décembre prochain en Israël, Benjamin Netanyahu sait faire, sait gérer ce type de dossier. La catastrophe, elle est où? Elle est pour les monarchies sunnites dont je viens de parler, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, le Bahreïn et surtout l'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, qui a vu très clairement Barack Obama lui tourner le dos. À l'époque, lorsque Barack Obama, dans son discours de Al-Azhar, et ça, peut-être on est peu à le dire, il faut clairement dire les choses, ce discours de Barack Obama à l'université du Caire est le début du printemps arabe, c'est-à-dire que c'est ce discours, lorsqu'il appelle pays, population du monde arabe à se réveiller, tout simplement, il fait appel aux frères musulmans, à ce que l'on appelle l'islam politique à se réveiller. Commence le printemps arabe où tout le Moyen-Orient s'écroule comme un château de cartes. Et là, eh bien, d'un coup d'un seul, Hosni Moubarak est lâché à l'époque par Barack Obama et l'Arabie saoudite est lâchée par Barack Obama. Et il y a une donnée pour tous ceux qui vivent dans la région et pour tous ceux qui comprennent un petit peu comment ça marche dans la région du Proche-Orient, il y a un code, un secret, l'honneur arabe. Si vous humiliez un arabe, eh bien, il saura exactement vous le rappeler toute sa vie. Et ça, les Égyptiens ne l'ont jamais oublié. Le fait que Barack Obama a déclenché ce retour des frères musulmans, Morsi à l'époque et aujourd'hui avec le président Al-Sisi, mais les Saoudiens non plus ne l'ont pas oublié. Et c'est pour ça qu'ils ont accueilli à bras ouverts Donald Trump. Parce que Donald Trump a changé les codes, a cassé les codes. Tout simplement parce qu'il voulait faire au départ de l'anti-Obama. Mais Donald Trump, peut-être sans le savoir, eh bien, s'est rapproché de monarchies qui s'étaient senties trahies, tout simplement, par l'administration Obama. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, bien évidemment, Joe Biden ne va pas casser, ne va pas annuler les accords d'Abraham. Ça semble complètement utopique, parce que cela voudrait dire que Joe Biden se met à dos de nouveau tous ces pays. Reste la question peut-être du Soudan, parce que c'est pas encore fait, c'est pas encore officialisé. Est-ce que Joe Biden va accepter de sortir le Soudan de la liste des États terroristes? Mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde s'accorde à dire que Joe Biden, si jamais il est élu président, ne va pas annuler les accords d'Abraham. Mais, en revanche, là où il va avoir problème, Joe Biden, c'est que ces États arabes, ces États sunnites, ces monarchies sunnites, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Arabie saoudite, et surtout l'Arabie saoudite, qui est le pays le plus puissant dans cette région-là, vont rappeler à Joe Biden, vous étiez colistier, vous étiez vice-président des États-Unis. C'est vous qui avez permis à l'Iran de poursuivre et de gonfler son hégémonie militaire stratégique, signer cet accord sur le nucléaire. C'est vous. Donc, à un moment, il va falloir payer. Est-ce que ces monarchies vont le faire payer ou le faire transpirer, c'est-à-dire en retardant certains dossiers, ou alors est-ce qu'ils vont pousser les États-Unis à la faute en rentrant en guerre, peut-être contre des intérêts iraniens? Pour l'instant, personne ne le sait. Toujours est-il qu'on est quelques personnes à le penser, que Joe Biden marche sur des œufs aujourd'hui à cause de ces accords d'Abraham avec ces monarchies sunnites, à cause de son passé, surtout, de
colistier, de vice-président de Barack Obama, et à cause surtout de personnes dans son camp, très proches conseillers, qui se reconnaissent ou qui plébiscitent, par exemple, les élections de Rachida Tlaïeb, d'Ilana Omar, qui sont des femmes au Congrès, qui sont très proches du BDS, donc très proches des frères musulmans, donc, et la boucle est bouclée, non conforme à l'idée d'un nouveau Proche et Moyen-Orient. Donc, une fois qu'on a expliqué tout ça, on comprend que aujourd'hui, et c'était le thème de la conférence, pourquoi les accords Abraham ont changé le visage stratégique du Proche et Moyen-Orient, parce qu'ils ont redistribué complètement les cartes. Est-ce que si jamais effectivement Trump gagnait les élections, on aurait pu penser, certains diront même rêver, je suis journaliste, donc je ne me permettrai pas de prononcer cette qualification de rêver, mais on aurait pu penser effectivement à un Iran qui aurait pu pendant 4 ans supplémentaires être complètement étouffé, avec des frères musulmans complètement étouffés, et arriver en 2024, si jamais Donald Trump effectivement remportait ces élections, avec une Nikki Haley qui était en bonne position, l'ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui était très déterminée à contrer l'Iran et son hégémonie et ses proxys, à arriver en 2024 et à poursuivre le chemin. Si jamais, effectivement, Joe Biden, et il est en bonne voie, remporte ces élections, c'est un retour en arrière, non pas des accords d'Abraham, c'est un retour en arrière géostratégique, avec plus de poids donnés aux Palestiniens, plus de poids donnés à l'Iran, plus de poids donnés aux frères musulmans, à l'islam politique. Face à cela, sans doute, et c'est en ce sens, et c'est comme cela que je conclurai ma conférence, avant de vous laisser me poser des questions, cela va sans doute, si Joe Biden est élu, je peux me tromper, mais cela va rapprocher d'autant plus les monarchies sunnites et Israël. Merci beaucoup, Mathias. C'était super intéressant. Je crois que tu as déjà répondu en partie aux questions que les gens se posent. C'est vrai que l'actualité des États-Unis aujourd'hui, j'allais dire, prend le dessus sur ces accords qu'on a compris. Évidemment, on se pose tous la question. Moi, je rajouterai une question qui est peut-être pas liée directement, mais qui, en tant que journaliste, est quand même spécialiste de la région. Et par rapport à ce que tu as dit, aujourd'hui, on est arrivé aussi à certaines contradictions où le judaïsme américain, quelque part, n'a pas voté complètement pour les intérêts d'Israël. Tous les sondages d'opinion montrent que environ 70 à 75% des Américains, c'est une tradition, ont voté démocrate et n'ont pas été finalement n'ont pas été reconnaissants aux gestes plus qu'honorables que le personnage et le président Trump a fait envers Israël. Là aussi, je pense que est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est un désaccord entre nous, le judaïsme américain? Est-ce que ça peut avoir aussi une influence, sachant que le judaïsme américain aux États-Unis a un pouvoir politique? On sait que, par exemple, plusieurs membres de la communauté juive américaine ont été élus, ne serait-ce qu'au dernier congrès, au dernier Sénat, etc. Est-ce que tu peux répondre à cette question? La communauté, tu poses la bonne Reprends question. ton micro proche, excuse-moi, Ah, Mathias. je reprends, pardon. La communauté juive aux États-Unis a toujours été démocrate. Ça, c'est clair, net et précis. Au gré des dernières élections, on le voit. 70% effectivement des juifs américains ont voté pour le Parti démocrate. Le mari de Kamala Harris, d'ailleurs, est lui-même un juif milliardaire. Donc voilà, j'ai tout dit. Pourquoi les juifs démocrates n'ont pas accepté finalement de plébisciter le poids de Donald Trump à l'égard d'Israël et les faveurs attribuées par l'administration Trump à l'égard d'Israël, tout simplement parce qu'ils sont anti-Trump. Et à partir du moment où on est anti-Trump, on est plus anti-Trump qu'on est pro-Israël. Alors oui, effectivement, ils sont pro-Israël, c'est évident, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais aller contre Israël. Mais pour eux, Trump représente ce qu'ils n'aiment pas. Donc à partir du moment où Trump est leur ennemi politique,
on ne peut pas aller dans son sens. Et c'était par exemple, l'une des voix de ces ex-israéliens, parce qu'il faut le savoir, pour obtenir la nationalité américaine, il faut remettre sa nationalité israélienne. L'une des anciennes israéliennes qui était interviewée par Reshet Bet la nuit pendant les élections, elle habitait Boston, elle disait effectivement, c'est ce qui m'a fait réfléchir une fraction de seconde en allant dans le bureau de vote. Je me suis dit, effectivement, Donald Trump a aidé Israël. Mais au final, pour moi, Donald Trump, c'est mon ennemi politique. Et donc, je préfère voter démocrate plutôt que de voter en faveur d'un homme que je n'aime pas, même si il a aidé les Israéliens. Et j'irai jusqu'au bout. Lorsque la question du journaliste lui pose, mais le président américain et le Premier ministre Benjamin Netanyahu sont amis, ils s'entendent bien, tous les deux. Et sa réponse, c'était « mais je n'aime pas votre Premier ministre ». Voilà. Bon, nous avons parmi nos auditeurs une très grosse personnalité de la communauté juive de France. Je crois que ça prouve aussi quelque part aussi des grandes différences de pensée dans le positionnement des communautés par rapport à Israël, par rapport à leurs intérêts propres. C'est une vraie question de société aujourd'hui qui doit toucher les communautés juives occidentales. On nous pose la question… Avis, je conclurai aussi dessus sur ça, c'est que il y a eu des différends entre les libéraux et notamment Naftali Bennett et Tzipi Hotobelli, qui avaient à un moment donné, les libéraux ont poussé, les libéraux juifs, les juifs libéraux américains ont poussé pour que ces libéraux puissent avoir une place de choix devant le mur occidental. Et à l'époque, et Tzipi Hotobelli et Naftali Bennett s'y étaient opposés. À l'époque, Benjamin Netanyahu n'avait pas tranché et les députés, les ministres orthodoxes s'y étaient opposés, bien évidemment, ce qui avait déclenché l'ire des juifs libéraux en disant que le pouvoir américain les soutenait plus que le pouvoir en place. J'avais assisté d'ailleurs à une scène complètement surréaliste en préparant un reportage sur l'antisémitisme qui sévit aux États-Unis, dans un commissariat pas très loin d'ailleurs alors du quartier Satmer, juste derrière le 770 Chabad. Les Chabad sont très proches pardon, à Brooklyn, oui. C'est ça. Exactement. Et le quartier Satmer, forcément, est moins proche d'Israël que ne sont les Chabad. Et un Satmer qui était devant le commissaire américain du NYPD, de la police de New York, disait, et m'haranguait, il me disait, mais t'es israélien, regarde le traitement de la police israélienne face à nous alors que eux nous apprécient. Donc c'est là tout le clivage finalement. D'un côté, on a les juifs libéraux qui préfèrent les États-Unis, qui disent que les États-Unis sont plus bénéfiques à leur égard que ne l'est le pouvoir en Israël, et de l'autre, les orthodoxes, certains orthodoxes bien évidemment, qui estiment qu'ils sont plus en sécurité aux États-Unis qu'ils ne le sont en Israël. Pour revenir aux questions stratégiques, on nous pose la question de savoir, dans cette question globale des accords d'Abraham et ces changements qui vont probablement arriver aux États-Unis, y aura-t-il une évolution, un changement dans la position turque, surtout le conflit, le positionnement général par rapport au conflit israélo-arabe? Si jamais effectivement c'est Joe Biden qui passe, ça on peut le pire pour Recep Tayyip Erdogan, ça serait que Joe Biden passe. Ça vous surprend? Eh ben non. Oui. En fait, simplement parce que Donald Trump a fait pendant 4 ans, a tout fait pour. Alors oui, il y a eu des imbroglios. Le fait même que la Turquie ait décidé de choisir, par exemple, de ne pas acheter les F-35 et a décidé de préférer les batteries de missiles antimissiles S-400 et donc n'a pas reçu les fameux F-35, les batteries de missiles russes au détriment des F-35. Mais regardez bien, Donald Trump, en tant qu'allié de la Turquie au sein de l'OTAN, n'a jamais finalement déclenché une guerre ou n'a jamais poussé Recep Tayyip Erdogan dans ses derniers retranchements. Or, Joe Biden, en tant que fin démocrate, pourrait effectivement être plus dur à l'égard de Recep Tayyip Erdogan que ne l'est Donald Trump. C'est assez illogique, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on aurait pu voir un autre Trump dans la deuxième partie de son mandat?
c'est-à-dire un Trump qui met fin à la volonté hégémonique de ce sultan autoproclamé qui est Recep Tayyip Erdogan. Ça, on ne sait pas et on ne pourra pas le savoir tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas les résultats de ces élections, on ne pourra pas savoir qui prend les rênes aux États-Unis. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant de voir la manière dont ça va se passer parce que si Joe Biden va laisser la place aux négociations avec l'Iran, il pourrait, de l'autre côté, être plus sévère à l'égard de Recep Tayyip Erdogan. Je crois avoir lu une grande partie des questions qui ont été posées. S'il y a d'autres questions, c'est le moment de les poser. Sinon, je demanderai à Mathias de conclure. La conclusion serait aussi, évidemment, est-ce que finalement, Israël, parce que c'est Israël qui nous intéresse, avant tout, même si toutes ces choses sont très intéressantes, et par rapport au changement aux États-Unis, les accords d'Abraham, le contexte par rapport à l'Iran, finalement, on est aussi probablement en Israël à la veille de nouvelles élections. Est-ce qu'on est en bonne position? On va devoir renégocier des acquis qui ont été travaillés très durement ces dernières années? Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'ambassade, selon l'engagement de Joe Biden pendant sa campagne, si jamais c'est lui qui prend les rênes de la Maison-Blanche, s'est engagé à ne pas ramener l'ambassade de Jérusalem de nouveau vers Tel Aviv. En revanche, Joe Biden s'est engagé à rouvrir immédiatement un consulat palestinien à Jérusalem et à donner plus de place politique dans ce petit secteur de Jérusalem à l'autorité palestinienne. Du côté de la souveraineté, et là c'est là que c'est plus délicat, la reconnaissance de la souveraineté du plateau du Golan par les États-Unis, la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, Joe Biden normalement s'y oppose, c'est-à-dire qu'il ne la reconnaît pas. Donc ça, il va falloir effectivement du côté israélien voir comment on peut entériner avec la nouvelle administration américaine cette souveraineté, même si effectivement cette souveraineté israélienne est reconnue par personne si ce n'est les États-Unis. L'Europe ne la reconnaît pas et d'autres pays non plus. Du côté de ce programme militaire américain, les F-35 sont signés, l'accord militaire est signé, il ne peut pas être remis en question. En revanche, la supériorité américaine, si elle n'est pas signée maintenant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, entre Benny Gantz, Mark Esper, qui est l'homologue américain de la défense, le secrétaire d'État à la défense de Benny Gantz, et donc entériné par Donald Trump et Benjamin Netanyahu, pourrait être revu, ratifié ou dératifié plus exactement dans les prochaines semaines si Joe Biden prend les rênes du pouvoir, tout simplement parce que les démocrates se sont toujours opposés à attribuer ce fameux avion F-22, le F-22 Raptor, qui est le meilleur avion de chasse au monde, qui pourrait effectivement octroyer à Israël cette supériorité aérienne dont elle a besoin si jamais effectivement ces États du Golfe obtiennent, ils vont les obtenir d'ailleurs, les fameux F-35, les Émirats vont obtenir des F-35. Donc tout cela, pour répondre à votre question, c'est-à-dire que Netanyahou va devoir batailler de nouveau. Si, bien évidemment, c'est Benjamin Netanyahu, parce que plus on avance jusqu'au mois de décembre, je ne sais pas si là on va rentrer dans des problèmes politiques. Je ne suis pas rentré exprès dans les futures élections, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que en décembre, normalement, il y a un ultimatum de Bleu-Blanc qui demande à Benjamin Netanyahu de présenter son budget pour 2021. Si jamais, eh bien, il n'y a pas de budget 2021 de présenter avant décembre, il y aura de nouvelles élections. Et s'il y a des nouvelles élections, deux cas de figure, soit les Israéliens estiment, dans le cas où Joe Biden prend les rênes de la Maison-Blanche, que le seul capable de faire face à l'administration démocrate, c'est Benjamin Netanyahu, et il est largement plébiscité. Et donc, on repartirait éventuellement pour plusieurs mois, et je passe tous les problèmes juridiques que cela engendre, parce qu'on sait Benjamin Netanyahu est sous le coup d'un procès. Si jamais, eh bien, ce n'est pas Benjamin Netanyahu à la tête d'Israël,
ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Israël parce que Benny Gantz a moins d'expérience sur la chaîne géostratégique, géopolitique mondiale. Ça va être compliqué pour les Israéliens de combattre, à moins, effectivement, qu'ils aillent dans le sens des démocrates, auquel cas, ça sera beaucoup plus simple. Mais si jamais c'est Benjamin Netanyahou, eh bien, le Premier ministre et le chef du Likoud sait exactement comment il faut faire avec une administration démocrate. Souvenez-vous, il était allé chasser sur les terres du président Obama. C'était la première fois qu'un Premier ministre israélien allait prononcer un tel discours au Congrès. J'étais au deuxième balcon. C'était assez, je peux vous dire, à vie et à toutes les personnes qui sont présentes ce soir, c'est assez impressionnant parce que Barack Obama, bien évidemment, n'était pas venu. Il était venu contester les accords sur le nucléaire sur la terre de Barack Obama, un accord qui était plébiscité par le Et en président. recevant une ovation. Et avait reçu une standing ovation pendant de longues minutes. C'était la première fois qu'un étranger recevait un tel accueil, non, avant même d'avoir ouvert la bouche. Je peux vous dire qu'à un moment, lorsque, à l'époque, eh bien, Lindsey Graham, qui est l'un des plus vieux congressmen, homme du Congrès à l'intérieur de ce Congrès américain, avait annoncé Welcome the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. Au moment où Benjamin Netanyahu était rentré, il avait reçu une standing ovation. Et ça n'avait bien évidemment pas plu à Barack Obama. Mais ça veut dire que le Premier ministre actuel sait comment gérer une administration Obama, une administration démocrate, avec tous les problèmes que cela engendre. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 4 ans, Netanyahou a été beaucoup plus partisan que bipartisan. Il y a une culture politique du pouvoir en Israël, c'est d'être bipartisan, d'être autant démocrate que républicain. On ne choisit pas un candidat. Pour autant, jusqu'à preuve du contraire, Benjamin Netanyahou a toujours, ces 8-10 dernières années, a choisi son camp. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait choisi les adversaires de Barack Obama. Il était clairement pas dans la même longueur d'onde que Barack Obama. Il était très clairement, Donald Trump plutôt qu'Hillary Clinton. Le changement a eu lieu. Je pense que vous l'avez entendu à vie, parce que vous êtes aussi vous aimez bien les détails. Lorsque Donald Trump, cette fameuse conversation, souvenez-vous, lorsque Donald Trump annonce les accords de normalisation avec le Soudan, il y a une conversation tripartite, ou bipartite plus exactement, entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et Donald Trump s'adresse au Premier ministre israélien en lui disant est-ce que tu crois que Sleepy Joe, c'est la manière dont Oui. Donald Trump qualifie Joe Biden, c'est-à-dire Joe qui s'endort, l'endormi, Joe l'endormi. Est-ce que tu crois que Joe l'endormi aurait pu signer ces accords d'Abraham? Et là, c'est la première fois que Benjamin Netanyahu se tait parce qu'il a compris qu'il est dans une mauvaise posture parce que les élections approchaient à l'époque et il ne pouvait pas répondre. Je vous dirai sans doute une information qui n'a peut-être pas été publiée en France. Il faut le savoir, cela fait quasiment plusieurs jours que dans le bureau de Benjamin Netanyahu, on se prépare déjà à ce que Joe Biden prenne les rênes de la Maison-Blanche. Bon, moi, je voudrais quand même conclure parce qu'il nous reste 2 minutes. Il y a énormément de questions. Je suis désolé pour les gens et quelqu'un qui insiste pour savoir la fiabilité des accords par rapport à ce qu'on a connu à Oslo, la déception. Moi, je voudrais conclure simplement parce qu'on est quand même des francophones et des Français pour une partie d'entre nous. Est-ce que la France, la position de la France actuelle dans ce nouveau contexte peut changer, peut évoluer, peut jouer un rôle plus important, ou bien on est hors sujet? On était du côté de la France hors sujet pendant le premier mandat de Donald Trump. Donald Trump s'est jamais caché d'ailleurs pour à chaque fois rabaisser Emmanuel Macron et la France et le poids de la France dans la scène géopolitique. Est-ce que cela sera différent avec Joe Biden à la tête de la Maison Blanche? Peut-être, sans doute, il faut le prévoir, parce que
parce qu'on se souvient que la France était de concert, était quasiment sur la même longueur d'onde avec l'administration Obama. Joe Biden était donc le vice-président de Barack Obama, à l'idée où il y avait, à l'époque, où il y avait énormément de pression du côté du Quai d'Orsay pour imposer à Israël cette solution à deux États et avec Jérusalem comme capitale, et le fait que c'était à Israël de payer le prix de ces négociations israélo-palestiniennes et non pas aux Palestiniens, ce qui a complètement changé et transformé Donald Trump. Donald Trump estimait que c'était aussi aux Palestiniens enfin de payer. Là, on risque effectivement de retrouver un Quai d'Orsay un peu plus agressif sur la question israélo-palestinienne, sachant que les Français ont essayé de retrouver leur superbe au Liban après la crise politique, et on a vu que ça ne s'est pas forcément tout à fait bien passé pour Emmanuel Macron. Lorsqu'il a tenté de faire un petit peu le ménage du côté du Hezbollah, il a été plutôt mal accueilli. Donc, face à cela, on peut se dire effectivement que le Quai d'Orsay et l'histoire géopolitique de la France pourrait revenir sur le devant de la scène et aller de concert avec l'administration Biden pour mettre la pression, une pression et une énième pression de plus à Israël. On peut effectivement imaginer peut-être l'exigence, par exemple, de l'arrêt des constructions ou éventuellement de revenir à la table des négociations immédiatement, sans précondition. Voilà, je vous avais promis que ça serait passionnant. On ne se lasserait pas, mais bon, on a une deadline d'1 heure pour laisser les gens aller dîner. Comme vous l'avez entendu, Mathias ne nous dit pas tous ses secrets parce qu'il en a énormément. On devine à travers ce qu'il nous dit énormément de choses que nous allons continuer à suivre à travers ces reportages passionnants. Mathias, je te remercie. Je m'excuse si mon téléphone ne répond pas. J'ai vérifié, je ne sais pas ce qu'il y a eu. On se parlera en privé. Je vous remercie d'avoir été très nombreux, très actifs. On est désolé de ne pas avoir répondu. Tu verras les remarques, Mathias. Tout le monde nous dit bravo, passionnant, très intéressant. Effectivement, il y a des nouveaux enjeux qui vont probablement avoir une influence sur nous très prochainement. J'espère que ce sera que pour le bien. Shabbat shalom à tous et rendez-vous dimanche 11h heure de Paris pour notre prochaine conférence. Mathias. Merci également, et c'est très important pour moi aussi à Yasmine parce que sans elle, non seulement il n'y aurait pas de conférence, mais surtout ces conférences ne seraient pas au niveau. Donc c'est aussi grâce à elle que tout fonctionne. Merci Mathias. À bientôt. Bye, Shabbat Shalom. Shabbat shalom.